Bonjour Lina Bassiste. Bonjour Steve. Et merci d'avoir accepté notre invitation cet après-midi. Vous êtes la correspondante à Paris de la chaîne israélienne Cannes. Vous contribuez également au site d'information Maariv et Al Monitor. Rina, dans quelle mesure Kamala Harris se sent-elle comptable selon vous, d'une part du bilan de l'administration Biden sur les questions moyen-orientales, évidemment sur la guerre à Gaza notamment, et sur quel point s'est-elle détachée un petit peu pendant la campagne de l'action ces 4 dernières années du président démocrate sortant? Mais c'est la grande question, je pense, que les Israéliens se posent en ce moment, parce que quand ils regardent Donald Trump, bien sûr, on sait ce qu'il a fait quand il était président. Kamala Harris, c'est très difficile à dire quelle était en fait sa part dans toutes les décisions qui étaient prises par l'administration de Biden, et surtout depuis le 7 octobre. Et en Israël, je pense, on a l'impression que c'était d'abord le président Biden qui a décidé lui-même, personnellement, de venir en Israël le 18 octobre, donc vraiment quelques jours après ce massacre terrible. Et c'est d'abord le président Joe Biden qui a en fait mené cette campagne de soutien en Israël, d'abord militairement et aussi sur le plan financier, il faut le dire, toute l'aide financière qu'Israël a reçue ces derniers mois des États-Unis. On sait aussi que Joe Biden, c'est un ami d'Israël, pas juste depuis qu'il est président, mais depuis 40 ans. Et même le Premier ministre Benjamin Netanyahu, souvent, il rappelle que les deux hommes se connaissent depuis 40 ans. Lorsque Benjamin Netanyahu était notamment représentant israélien aux Nations Unies. Exactement. Donc, regardons du point de vue israélien, la grosse partie de ce soutien à Israël, c'est vraiment le président Biden. Kamala Harris était un peu en retrait. Et la grande question qui se pose est, est-ce que, si jamais elle est élue, bien sûr, est-ce qu'elle va continuer cette politique de M. Biden, ou comme elle a dit, elle ne sera pas une Biden bis, elle aura sa propre administration. Il y a un doute en Israël sur ses convictions, sur les convictions personnelles et l'attachement de Kamala Harris à l'État d'Israël et à sa domination militaire au Moyen-Orient? Disons, je crois qu'il faut séparer les choses, parce que je crois qu'il n'y a pas de doute sur son engagement vis-à-vis d'Israël. Elle a répété ça plusieurs fois, que la sécurité d'Israël et l'existence d'Israël, c'est des choses absolument primordiales pour elle. Et c'était aussi le message qui était porté plusieurs fois par son mari. On sait qu'il est juif. Absolument. Il a rencontré plusieurs communautés juives aux États-Unis. Il a porté exactement ces messages pour souligner son engagement vis-à-vis l'État d'Israël. La question est quelle sera sa politique vis-à-vis la guerre à Gaza, la guerre au Liban et vis-à-vis le gouvernement Netanyahou. Est-ce qu'elle va faire cette différence, en fait, entre les deux sujets? On voit que les électeurs israéliens, quand ils regardent, quand ils veulent se décider à qui voter, justement, ceux qui ont la double nationalité, ils ne font pas tellement la différence entre les deux choses. Soutenir Israël et soutenir le gouvernement Netanyahou, c'est peut-être ça qui explique justement tous ces sondages qui disent que les Israéliens de double nationalité, ils vont voter plutôt pour Donald Trump et pas pour elle. Je pense que ce n'est pas forcément le fait qu'elle sera peut-être plus critique, disons, vis-à-vis le gouvernement Netanyahou. Ça ne veut dire pas qu'elle est anti-israélienne. Bien sûr. Est-ce que, pour dire encore un mot sur Kamala Harris, est-ce qu'en cas d'élection aujourd'hui, cette critique peut-être plus acerbe, ou en tout cas ces exigences plus intensément formulées à l'égard du gouvernement Netanyahou pourraient notamment s'exprimer et se formaliser au Conseil de sécurité des Nations Unies, avec parfois peut-être un veto qui manquerait pour s'opposer à des résolutions très critiques de l'État d'Israël? Oui, je crois que ces tabous-là, elle peut les briser. Si elle estime vraiment, et je pense à ça surtout, bien sûr, sur la question de souffrance des Palestiniens à Gaza, la question de l'assistance humanitaire, que ça peut se jouer. Maintenant, il ne faut pas oublier que Trump, s'il est élu, ça sera son deuxième et dernier mandat comme président. Donc, d'une certaine façon, il sera plus libre de prendre ses décisions, moins contraigné par ses propres camps. Kamala Harris, ce n'est pas le cas, parce que bien sûr, si elle sera élue, elle va aussi regarder, elle va aussi élaborer, justement, elle est plus jeune,
espérer un deuxième mandat. Et là, les camps de Kamala Harris, le parti démocrate, c'est là que la partie démocrate va jouer un rôle. Et aussi, je pense que vous avez mentionné tout à l'heure, cette question de l'ONU a brisé les tabous des États-Unis votant contre Israël. C'est là où ça peut jouer. Pourquoi ça peut jouer? Parce que si elle est élue, bien sûr, et si elle veut être présidente une deuxième fois, il faudra qu'elle prenne en compte l'aile progressiste du Parti démocrate. Elle ne peut pas l'ignorer. Et cette aile, on a vu ces dernières années, devient de plus en plus forte, de plus en plus, avec son influence agrandie. Et elle ne pourra pas regarder à côté. Il faut qu'elle prenne en compte aussi ses voix au sein du Parti démocrate. Et ces voix, bien sûr, poussent bien avant même le début de cette campagne électorale. Et ces voix pourraient lui manquer aujourd'hui? Je pense pas que ces voix vont manquer aujourd'hui. Au contraire, je crois que justement pour cette aile progressiste, Kamala Harris est une opportunité d'avancer les politiques progressistes. Mais maintenant, on va voir qu'est-ce qu'elle va décider. Justement, vous avez demandé est-ce qu'elle va continuer dans la même ligne de Biden ou non. Et ça sera à elle de décider et de tenir une sorte d'équilibre, je pense, entre ce qui était avant et ce qui est l'avenir. Et les progressistes, c'est une partie de l'avenir du Parti démocrate. Intéressons-nous à présent, Rina Bassist, sur l'avenir très proche, à savoir la période qui ira de cette élection, du lendemain de cette élection, demain donc jusqu'à l'intronisation du nouveau président, de la nouvelle présidente des États-Unis au mois de janvier. Est-ce qu'on peut imaginer que pendant ces deux mois, l'administration Biden, Joe Biden en personne, irait plus loin justement dans les exigences formulées à l'égard de Benjamin Netanyahou, notamment pour obtenir un cessez-le-feu peut-être d'abord au Liban puis à Gaza? Oui, d'abord, on se souvient, il y a 2-3 semaines, justement, il y avait une sorte de lettre qui était envoyée aux deux ministres israéliens, M. Gallant et M. Dermer, de la part d'Anthony Blinken, et mettant en place, en fait, une sorte d'ultimatum que dans 30 jours, Israël doit montrer un changement profond au sujet, justement, de l'aide humanitaire. Et ce deadline, c'est dans 2 semaines. Donc, ce deadline sera bien après, justement, qu'on saura déjà les résultats de ces élections. Et quand même, M. Biden aura dans sa capacité de décider est-ce que s'il estime qu'Israël n'a pas fait ce qu'il fallait faire au niveau de l'aide humanitaire, il pourra décider justement de déclencher cette procédure américaine pour dire qu'Israël n'adhère plus à la loi américaine liée à l'aide financière donnée à Israël et couper une certaine partie des armements qui sont livrés maintenant à Tsahal. C'est une décision qu'il pourra prendre. Je pense que ce n'est pas très probable. D'autant plus que la menace iranienne est toujours extrêmement présente et qu'elle pourrait animer, agiter la chronique moyen-orientale dans les prochains jours, peut-être aux prochaines semaines. Exactement. Donc, ça va dépendre beaucoup, justement, si Téhéran décide, et c'est ça l'estimation disent que peut-être s'il y aura une attaque, ça sera justement après aujourd'hui, après qu'on aura les résultats, mais avant l'investiture du prochain président. Donc, bien sûr, s'il y aura une attaque comme ça avant cet ultimatum qui va se terminer dans 14 jours, bien sûr, le président Biden ne pourra pas se permettre d'arrêter d'une telle façon la délivrance des armes au Israël. Rina Bassist, est-ce qu'on a une petite idée précise des grandes lignes de la politique, l'éventuelle politique moyen-orientale de Donald Trump en cas de retour à la Maison-Blanche au mois de janvier? Est-ce qu'elle cette politique s'inscrirait forcément dans la continuité de ces 4 années passées à la tête des États-Unis entre 2016 et 2020, notamment sur l'Iran avec la politique dite de pression maximale à l'égard du régime islamique? Je ne suis pas sûre parce que si on regarde ces dernières déclarations, par exemple sur Gaza, ou sur le Liban même, sur le Liban, oui. Voilà, il a fait beaucoup de déclarations ces derniers jours qu'il faut cesser la souffrance au Liban, qu'il faut aussi arrêter la guerre à Gaza, qu'il va le faire tout de suite en arrivant avec une sorte de baguette magique. Donc, on peut se demander, est-ce que vraiment il va aller dans cette ligne imaginaire peut-être
du Premier ministre Netanyahou est vraiment mettre la pression, et même une pression militaire au-delà sur l'Iran. Moi, je ne suis pas du tout persuadée. On sait très bien, et ça, il a même s'est vanté quand il était président et quand il a signé les accords d'Abraham, que c'est quelqu'un qui aime bien sceller les accords, faire le deal. Comme on dit, c'est un deal maker, c'est un businessman. S'il pourra faire des affaires avec l'Iran, je ne suis pas du tout sûr qu'il va prendre la ligne que M. Netanyahou le pousse. Et autant que vous puissiez le savoir, ça inquiète les responsables israéliens. Est-ce qu'il y a une forme, là aussi, d'incertitude en cas de victoire? On sait que ça existe avec Kamala Harris, mais une forme d'incertitude côté israélien quant aux éventuels choix de Donald Trump? Oui, je pense surtout le fait est que ces derniers jours, il y avait une bataille féroce entre Donald Trump et Kamala Harris sur la vote musulman. Alors j'allais y venir, on va peut-être essayer de préciser tout ça pour nos auditeurs. Donald Trump avait laissé un premier message la semaine dernière, vous y faisiez allusion, Rina, sur le Liban, appelant un cessez-le-feu rapide. Il a accusé hier Kamala Harris de vouloir fomenter même une troisième guerre mondiale et de conduire à la mort de milliers de musulmans. C'est l'une des nouveautés de cette campagne 2024 côté du milliardaire républicain. Si cela portait ses fruits, est-ce que ça pourrait avoir des conséquences décisives, notamment sur la question iranienne? Oui, on sait que M. Trump est quelqu'un imprévisible. On a vu que beaucoup de décisions qui étaient prises, et surtout les accords d'Abraham, même si c'est écrit sur son nom, la vraie personne qui les a poussés, qui les a initiés, qui les a mis en place, c'était son gendre Jared Kushner. Là, on voit que Kushner et sa femme, la fille de Donald Trump, ne sont pas du tout présents dans cette campagne présidentielle. Par contre, il y a quelqu'un d'autre qui est très présent, et ça, sa fille Tiffany, qui est justement mariée à une fils d'un milliardaire libanaise. Pardon? Massad Boulos, qui est un milliardaire américano-libanais. Originaire justement de Michigan, là où il y a notamment ces batailles, en fait. On a pu dire que c'est l'architecte ou le maître d'œuvre, en fait, de l'opération séduction menée par l'équipe Trump vers ses électorats arabes ou musulmans américains. Exactement. Et là, ça pose en fait la question, qu'est-ce que ça sera la prochaine administration si M. Biden sera le vainqueur? Est-ce que ça sera une administration justement qui va chercher plus à apaiser, à plaiser l'électorat musulman? On ne peut pas écarter cette hypothèse. C'est vrai qu'il y avait des noms qui sont déjà mentionnés, Mike Pompeo, Nikki Haley, des gens, Marco Rubio, des gens qui étaient toujours des grands supporters d'Israël. Est-ce que ces gens vont jouer des rôles décisifs dans une future administration de M. Trump, ou il y aura peut-être d'autres personnes? C'est très difficile à dire pour ce moment, et c'est pour ça que j'insiste sur le fait que, certes, la majorité des Israéliens préfèrent voir Trump dans la Maison-Blanche, mais on n'a aucune garantie que ça va vraiment jouer bien pour le futur de l'État d'Israël. Comment sont les relations entre Donald Trump, justement, et Benjamin Netanyahou? C'est qu'il y a eu des contacts depuis la défaite de 2020. Est-ce que ce sont deux hommes qui s'entendent bien, alors qu'on sait que les relations sont beaucoup plus complexes pour le moins entre Benjamin Netanyahou et Joe Biden? Oui, mais il faut dire que même entre Benjamin Netanyahou et Donald Trump, il y avait des hauts et des bas. Il a notamment parlé de cette affaire Qassem Soleimani, l'élimination de Qassem Soleimani. Ça, c'est un exemple, mais aussi sa défaite. En 2020? Voilà, en 2020, quand il était vaincu, Donald Trump, d'une certaine façon, il a aussi accusé les votes juifs, Israël, Benjamin Netanyahou et tout ça. Personne n'a fait assez justement pour le soutenir. Et les Israéliens et les Juifs n'ont pas compris que c'est lui, en fait, le plus grand supporter de l'État d'Israël. Donc, il y avait une amertume de sa part. Il y avait même une rupture à un certain moment entre ces deux personnes. Maintenant, ces dernières semaines, il se vante comme s'il parle avec M. Netanyahou tous les jours, ou presque tous les jours. C'est aussi une façon, bien sûr, à plaire aux communautés juives. Mais comme je dis, je crois que M. Netanyahou est le premier à comprendre cette manière d'être imprévisible de M. Trump, et que personne ne peut justement savoir quel avenir ça nous réserve.
Merci beaucoup Rina Bassis d'avoir été avec nous cet après-midi dans le Grand Journal. Je rappelle que vous êtes la correspondante à Paris de la chaîne israélienne Cannes et qu'on peut vous lire notamment sur les sites du Maariv et d'Al Monitor. Très bon après-midi à vous. Merci Steve.